Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Une invitée exceptionnelle aujourd'hui, Olivia Grégoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable justement. On parlera notamment des contrats à impact et puis de ce fonds d'urgence pour le secteur qui viennent d'être mis en place par son ministère. Et puis dans Smart Ideas, je recevrai Aris Christodoulou, c'est le président et cofondateur de SIGA. SIGA, c'est cette appli qui permet de repérer les aliments ultra transformés. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Olivier Grégoire, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues, merci de m'inviter. Vous êtes dans votre ministère au cœur des enjeux que nous analysons tous les jours dans cette émission. On a 20 minutes d'interview devant nous, beaucoup de thèmes à aborder. Alors je vais commencer par une question d'actualité. On n'est pas exactement dans votre périmètre, je suis d'accord, c'est le délit d'écocide dont la création a été annoncée par les ministres de la Justice et de la Transition écologique. Les 150 citoyens de la Convention, ils voulaient un crime d'écocide. Pourquoi ce n'était pas possible de les suivre ? Alors, le garde des Sceaux l'a indiqué précisément, on a un problème de constitutionnalité, d'arsenal juridique avec le mot crime. Donc, comme l'a dit Éric Dupond-Moretti, ne nous arrêtons pas aux esprits chagrins. Ce qui compte, c'est qu'il y ait aujourd'hui un délit de pollution généralisée qui entraîne des réponses pénales importantes et des millions d'euros, 4,5 millions d'euros d'amende pour les acteurs économiques irresponsables en matière de pollution et de pratiques environnementales. C'était un souhait très fort de la Convention citoyenne, vous l'avez dit. C'est porté aujourd'hui par le gouvernement. Ce qui est important, c'est de traduire cette volonté de la Convention citoyenne dans le droit. Et c'est la façon... Il va falloir inventer une juridiction compétente d'une certaine façon. Il y a tout un pan du droit à mettre en place. Tout à fait. Il y a toute une compétence qu'il va falloir développer au sein de notre arsenal juridique. Ce qui est important de dire aussi, et Barbara Pompili l'a dit aux côtés du garde des Sceaux, c'est que la France, et on ne se regarde pas souvent avec tendresse, on est parfois dur avec nous-mêmes, la France est quand même en avance sur beaucoup de ces sujets environnementaux, ne serait-ce que la Convention citoyenne. C'est intéressant de vous dire que j'ai le plaisir d'intervenir et de représenter Bercy parfois dans des forums internationaux, notamment le World Forum pour l'économie responsable il y a quelques semaines. Le monde entier, je ne vais pas faire la liste, mais m'interrogeait sur le budget vert à Bercy, l'initiative de la Convention citoyenne. On est regardé de façon intéressée par beaucoup de pays. Alors ce délit général doit être porté à l'international, c'est important de le dire, et peut-être dans la présidence française de l'Union européenne. Alors vous allez dire qu'on est des esprits chagrins, mais malgré tout, il y a plusieurs personnalités, je vais en citer quelques-unes, Corinne Lepage, Cyril Dion, le réalisateur du film Demain, ou encore la députée européenne écologiste Marie Toussaint, qui regrettent le manque d'ambition de ce délit d'écocide. Je crois que certains peuvent critiquer, et le font d'ailleurs comme un sport quotidien. Je crois que ce gouvernement essaye d'avancer et de faire plutôt que de parler ou de pérorer. Je crois qu'on avance en posant ce délit. Je crois qu'on avance en essayant de le porter à l'Europe et peut-être même au plan international auprès de la Cour de justice internationale. Je crois que la France fait un chemin assez important et qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. On peut toujours critiquer et pour certains c'est une habitude, mais je crois qu'on avance. Alors vous lancez, Olivier Grégoire, et là on est au cœur de ce ministère, de ce secrétariat d'État chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable, les contrats impact. C'est même le deuxième appel à projet sur ces contrats impact. Vous venez de le lancer hier, c'est quoi ? Alors, les contrats à impact, d'abord, vous dire en toute modestie que je n'ai rien inventé. Je les porte, je les relance, je les ai simplifiés, modifiés pour les améliorer. Mais d'abord, ça fait une dizaine d'années que ça existe, et notamment en Europe, on appelle ça les social bonds. C'est aujourd'hui une nouvelle forme de contrat entre le public et le privé. C'est une nouvelle modalité d'action, c'est un nouveau partenariat entre l'État, des porteurs de projets sur le terrain, qui peuvent être des associations ou des entreprises, et des investisseurs. Tous ces trois acteurs se rassemblent autour d'un contrat et décident d'agir pour avoir un impact social, solidaire ou environnemental sur leur territoire. À partir du moment où on signe ce contrat avec l'État, on s'engage sur une performance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise en matière d'utilité sociale ou environnementale. L'État accompagne la démarche et si au bout d'un an, on se rend compte que la performance est obtenue, que par exemple l'objectif de réinsertion de personnes précaires ou l'objectif environnemental sur l'économie circulaire est atteint,
alors l'État prend à sa charge 100% de l'investissement de départ. Ça veut dire que l'État rembourse les investisseurs privés. L'État pour être bien paye précis. au résultat, comme on dit, même si les mots peuvent paraître assez innovants pour l'État. Mais je crois que c'est intéressant, surtout sur votre chaîne qui est quand même en avance au plan économique souvent, de remarquer que pour une fois, l'État n'utilise pas les recettes d'hier et d'avant-hier sur les problématiques d'aujourd'hui. On ne va pas se mentir. Sur beaucoup de politiques publiques, parfois l'État est un peu trop lourd et manque d'agilité, là où des collectivités locales ou des associations sont très utiles et très efficaces sur le terrain. L'idée, c'est donc que l'État dit, écoutez, montrez-nous l'utilité sociale que vous avez et nous, on investit. Ouais. Ça permet à l'État d'investir utilement sur des projets qui ont démontré leur utilité. Et ça permet aussi, ce que je souhaite le plus fort que tout, de faire passer à l'échelle des projets qui fonctionnent dans une région et qui devraient pouvoir être proposés dans toute la France. Ouais, et alors j'aime bien effectivement l'idée, une espèce de résultat, de primo-résultat. Mais c'est au cœur l'impact de l'ESS. Mais la vraie question, c'est l'évaluation et le niveau de résultat que vous demandez. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est facile à atteindre, on n'est pas dans la promesse. C'est exact. C'est un des nœuds du sujet, vous faites bien de le soulever. C'est pour ça qu'on a amélioré le fonctionnement de ce qu'on appelle les évaluateurs. Quand on va sur le site, par exemple, de l'ADEME, où vous avez l'appel à projet sur l'économie circulaire qui court encore jusqu'à la fin de l'année, où vous pouvez répondre, quand vous êtes une association, à ce type d'appel à projet et être financé. Ce qui est important, c'est que on va fixer différents types de performances. Soit la performance est un peu en deçà de celle qui était escomptée. Vous arrivez à 60 ou 70% de la performance parce que vous avez manqué de temps, parce qu'il y a des process qui auraient dû être améliorés. Eh bien, l'État est là. Il paiera au résultat, 60 à 70% de votre performance. Si vous ne faites que 20% de la performance escomptée, là, l'État n'est pas au rendez-vous et estime que la performance ne mérite pas l'investissement. À l'inverse, ce qui est très nouveau, c'est que si vous faites 120% de performance, c'est-à-dire que votre projet est encore plus réussi que ce que vous espériez, alors les investisseurs ont un petit intérêt pour aussi remercier leur engagement au service d'un projet qui a fonctionné. Donc on est bien d'accord, on est sur des critères qui sont des critères extra-financiers. On est sur des critères de performance, on est sur des critères d'utilité. Vous vous fixez un objectif social, vous vous fixez un objectif environnemental. C'est un peu plus circonscrit, je dirais, que l'extra-financier qui est plus large. Mais c'est exactement, comme c'est dans l'air du temps, cette idée de rémunérer, si je puis me permettre, de financer en fonction de l'impact effectivement rencontré sur le terrain. Je veux dire une autre chose, Thomas Hugues, c'est que ça n'est en rien... ça n'est pas exclusif de l'aide publique, c'est-à-dire que les subventions vont continuer. Oui, ça ne prend pas la place. Ça ne prend pas la place et c'est très important de le préciser. C'est un autre type de dispositif. Vous voyez, à Bercy, hier, on a lancé les contrats impact en faveur de l'égalité des chances économiques pour améliorer l'insertion bancaire, pour améliorer l'insertion de jeunes, notamment des quartiers prioritaires ou des zones de ruralité. Et dans ce type de contrat impact, à chaque fois, c'est 10 millions d'euros d'investissement de l'État. Donc ça veut dire qu'on peut financer pour 10 millions d'euros de projets. Et il y aura à minima 3 contrats impact d'ici la fin de l'année, ça veut dire 30 millions d'euros en plus à destination des acteurs associatifs et des porteurs de projets, en plus des subventions. Un exemple de contrat, d'entreprise, d'association qui a pu en bénéficier il y en a un qui est, pour moi, qui incarne bien ce qu'est un contrat impact. Ça s'appelle la Cravate Solidaire. Ça a été lancé il y a quelques années. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. C'est une association qui s'adresse à un problème, vous voyez, que l'État a du mal à gérer seul. Les personnes qui souhaitent retrouver un emploi et qui font tout pour... Il y a souvent des barrières psychologiques, vestimentaires, orales, verbales. Il faut se repréparer à un entretien. Il faut se revêtir avec un costume, une cravate et tout. Quand on a passé parfois 1 an, 2 ans, loin du chemin de l'emploi, on n'a pas forcément tous ces codes. Et bien la Cravate Solidaire sont des jeunes gens qui ont eu cette super idée de rassembler des vêtements de marque, de les nettoyer, de les repasser, de les proposer à des personnes qui sont en réinsertion. Et quand vous allez à la Cravate Solidaire, vous vêtir joliment pour un entretien. Vous avez aussi possibilité d'échanger avec un DRH qui va vous faire ping-ponger pour pouvoir préparer votre entretien. Vous imaginez, l'État, il est parfois il est mobile, mais il est parfois un peu lourd pour adresser ce type de problématique. Et là, c'est une idée qui vient de jeunes gens sur un territoire, en Île-de-France, une association, une belle idée de l'insertion. Et donc, l'État est présent en investissant. J'adore cette initiative. Et c'est une très belle initiative. Met en avant dans cette émission régulièrement. Alors, vous devriez les inviter. Mais je crois que ça a déjà été fait, mais on y reviendra. Le mois de l'économie sociale et solidaire, on est en plein dedans. Enfin, il touche à sa fin. On va faire
le bilan avec vous. Peut-être quelques chiffres sources du ministère de l'économie. Ça représente l'économie sociale et solidaire, 10% du PIB français, 14% des emplois privés, 2 300 000 salariés répartis dans 225 000 entreprises et structures. Avant de faire le bilan peut-être des initiatives, de ce qui a pu se faire pendant ce mois, il faut dire que la crise sanitaire et surtout économique, elle impacte cette économie sociale et solidaire aussi. Elle impacte aussi l'économie sociale et solidaire, qui est avant tout une économie à part entière. Vous l'avez dit. Quand on représente 10% du PIB, on n'est pas un petit acteur. Bien sûr. Mais c'est aussi une économie à part. C'est une économie spécifique qui place les valeurs, l'humain, le social, le lien, avant la valeur financière, le profit lucratif. Et donc, c'est aussi une économie qui a fait montre d'une agilité, d'une capacité de réactivité assez incroyable dans la crise. Je pense souvent aux plateformes, par exemple. On a eu pas mal de débats avec Amazon ces dernières semaines. Il y a énormément de plateformes françaises, responsables, qui promeuvent le circuit court pour vous nourrir correctement avec des produits locaux, bio. Même à Paris, vous avez des fermes à moins de 50 km qui sont aujourd'hui livrées, qui viennent à votre bureau, chez vous, pour vous donner accès à des produits de qualité. Vous avez des plateformes comme Comown, par exemple, si vous voulez changer de téléphone ou louer un téléviseur, plutôt que d'acheter bêtement. Vous avez aujourd'hui énormément de plateformes d'économie sociale et solidaire, d'abord, qui ont tiré leur épingle du jeu pendant la crise, et d'autres même, je veux leur rendre hommage, je pense à Phoenix, par exemple, qui est piloté par Jean Moreau, quelqu'un qui est très investi dans les questions... On l'a reçu ici. Voilà, un entrepreneur engagé. Phoenix s'occupe des invendus pour les distribuer aux associations. Eh bien, ils ont recruté 10 personnes le mois dernier dans toute la France. Voilà des structures qui tirent leur épingle du jeu dans une crise difficile. Et on va parler du fonds d'urgence que vous avez mis en place, mais sur ces plateformes, en fait, je crois que vous lancez aussi une sorte de mode d'emploi pour aider les consommateurs à trouver des alternatives, c'est ça, aux grandes plateformes? D'abord, je veux dire, parce que je suis comme ça et c'est le fruit de mon histoire, j'ai été un peu frappé de la relative infantilisation ces dernières semaines des consommateurs. Les consommateurs sont des adultes, ils font ce qu'ils veulent, faut-il leur rappeler. On est libre d'acheter et libre d'acheter ce qu'on veut. Après, et où on le veut. On ne va pas rentrer dans un débat sur l'infantilisation, non, mais c'est important. Mais bon, l'attestation de déplacement, on peut en discuter. Pour le coup, pour des causes sanitaires, je l'entends plus, mais ça mériterait au moins 2 heures d'émission. C'est un autre avec débat. Plaisir pour revenir. Sur Amazon, je trouve intéressant de revenir sur le fait qu'effectivement, on a des plateformes responsables françaises qui fonctionnent bien. Donc, j'ai fait très simplement, plutôt que de dire vous n'avez qu'à, j'ai sur le site du ministère de l'économie, économie.gouv.fr/plateforme responsable, vous avez accès à une liste non exhaustive qu'on va remplir au fur et à mesure, avec les parlementaires notamment, de plateformes responsables françaises où vous pouvez vous sustenter, vous vêtir, acheter des équipements. Il y a donc des alternatives possibles. Alors, ce fonds d'urgence pour l'économie sociale et solidaire, 30 millions d'euros, c'est ça. On comprend bien pourquoi vous l'avez mis en place, mais comment il va être fléché, vers qui? Alors, déjà, c'est le fruit d'une réflexion assez simple. L'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire ont accès à toutes les aides qui ont été mises en place par le gouvernement, que ce soit le fonds de solidarité, le prêt garanti d'État, les exonérations de charges ou même le crédit d'impôt de 50% concernant les loyers. Ils ne le savent pas forcément. Ils ne le savent pas assez et c'est ma mission, un impératif aujourd'hui, que de leur faire savoir. Donc on a mis en place un guide très spécifique pour les acteurs de l'ESS où, au-delà de leur dire ce à quoi ils ont droit, je me suis mis à leur place et j'ai essayé de faire en sorte de vraiment les aider pour qu'ils activent les aides et pas uniquement lire « vous avez le droit au fonds de solidarité ». Encore faut-il, quand on est une association ou un chantier d'insertion qui s'occupe des autres, avoir le temps et les ressources à l'interne pour activer ces dispositifs. C'est le rôle de l'État, je crois, d'aller plus loin pour ces acteurs-là et de leur expliquer vraiment comment on active les aides. J'ai aussi fait en sorte que le numéro de téléphone qui est accessible pour les entreprises puisse répondre aussi aux associations. Le 0806 000 245, c'est important. Vous ne trouvez pas la réponse en ligne, vous avez quelqu'un qui vous répond. Association, coopérative, fondation, mutuelle, vous pouvez appeler ce numéro. Mais on s'est rendu compte d'une chose dès l'été, c'est que il y a des réalités dans l'économie sociale et solidaire, notamment dans le milieu associatif. Il y a une réalité qui est que vous n'avez pas des fonds propres quand vous êtes une association, vous n'avez pas des reins très solides, souvent lorsque vous allez à la banque pour demander soit un crédit, soit un découvert. Et c'est parfois difficile pour des petites associations employeurs d'avoir eu accès au PGE ou de gérer, alors même que leur activité est très amoindrie depuis des mois. Ces associations culturelles, elles ne peuvent plus faire les quêtes qu'elles faisaient, organiser les événements. Donc elles ont un problème de financement chronique et elles ont en plus un problème de financement très conjoncturel lié à la baisse d'activité. Donc on a proposé, et Bruno Le Maire a accepté, ainsi que le Premier ministre Jean Castex,
qu'un guichet soit mis en place rapidement. Ce sera dans les premiers jours de l'année prochaine. On est en train de sélectionner l'opérateur, pour tout vous dire, pour permettre aux associations de bénéficier jusqu'à 10 salariés d'une aide directe de 5 000 € jusqu'à 3 salariés, 8 000 € jusqu'à 10 salariés, pour pouvoir passer les quelques mois difficiles et permettre de renflouer un petit peu leur trésorerie et de stabiliser l'emploi. Parce qu'il y a quoi? Il y a des dizaines de milliers d'associations qui sont en danger de disparition aujourd'hui, on peut dire ça? Il y a des dizaines de milliers d'associations qui sont en danger. Il y a des réalités très hétérogènes entre une toute petite association de la vallée de la Drôme où vous avez 2 salariés et 8 bénévoles et une très grande association nationale. Les réalités ne sont pas les mêmes. On estime aujourd'hui, avec l'aide du mouvement associatif, à des dizaines de milliers les petites associations qui pourraient être en danger de mort dans les prochains mois. Est-ce que les banques répondent présent pour les aider en ce banques moment? répondent déjà avec plutôt de la bienveillance. J'ai sollicité la Fédération bancaire française ainsi que le gouverneur de la Banque de France, qui est sensible, on ne va pas se mentir, à la problématique des associations. Consigne, si je puis dire, a été donnée dans l'ensemble des réseaux bancaires que de l'argent, si je puis dire très prosaïquement, arrive avec le plan de relance, arrive avec ce guichet d'aide d'urgence, et donc qu'il ne faut pas condamner une petite association employeur sous prétexte qu'elle aurait dépassé de quelques jours son découvert autorisé, par exemple, alors même que des sommes arrivent pour la renflouer. Donc il y a une bienveillance, je les en remercie, parce que je n'ai pas eu à leur demander 4 fois, que ce soit la FBF, comme on dit, ou la Banque de France. Ils sont mobilisés, ainsi que la médiation du crédit. Si vous êtes une association, le médiateur du crédit dans vos territoires, le numéro de téléphone est dans le guide que vous trouvez sur économie.gouv, sur l'ESS. Il est à votre disposition si vous avez un crédit à rembourser pour obtenir un moratoire. Ce mois de l'économie sociale et solidaire, quel bilan vous en faites? Alors on pourrait dire, pourquoi un mois? Il faudrait que ce soit toute une année. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire dans une émission qui s'appelle Smart Impact. Mais quel bilan vous en faites? Ça sert à quoi? Déjà, ça sert à faire connaître une économie sociale et solidaire qui est extrêmement présente dans notre quotidien, mais qu'on ne voit pas forcément. Qu'on n'identifie pas comme telle. Oui, par exemple, si je vous dis, vous avez une mutuelle, oui, j'ai beaucoup de chance que votre mutuelle fasse partie de l'économie sociale et solidaire. 54% des soins de santé sont remboursés par des mutuelles qui font de l'ESS. Un agriculteur sur 2, Thomas Hugues, fait partie d'une coopérative. Les coopératives, bien sûr. Elle est partout, l'économie sociale et solidaire. Donc d'abord, ça sert à montrer, à dévoiler une économie sociale et solidaire dont on n'imagine pas qu'elle est parfois aussi présente. Ça sert aussi à mieux la faire connaître. Il y a énormément de formes d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire, dont certaines sont très innovantes, comme les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont très récentes en réalité. Elles ont été créées dans la loi de 2014 par Benoît Hamon. Ça fait que 6-7 ans que ce type de coopératives se déploie. Il faut les faire connaître, elles attirent les jeunes, il faut établir des passerelles. Et puis, il faut la soutenir, cette économie sociale et solidaire, parce que on est dans un univers, dans un monde où le positif n'est pas très présent, surtout dans la période. Il y a dans cette économie sociale et solidaire un état d'esprit, une façon d'être, même une raison d'être, si je devais faire le lien avec le pacte, qui est d'abord l'humain avant tout, l'utilité aux autres, l'utilité sociale, l'utilité pour notre environnement. Et c'est une économie, c'est un écosystème où on fait beaucoup avec pas grand-chose. Et je dois dire que dans des moments difficiles, les initiatives extrêmement positives qui ont pu être prises dans l'ESS, c'est aussi une façon de dire aux Français, regardez, il y a tout un pan de l'économie qui est extrêmement positif, qu'on doit soutenir et encourager. Peut-être encourager en commençant par faire nos courses chez eux, plutôt que chez des gérants américains. Vous avez visité la ressourcerie d'Orly pendant ce mois de novembre. En quoi elle est symbolique de cette économie sociale et solidaire? Elle est symbolique parce que vous y trouvez d'abord du lien. C'est-à-dire que les femmes et les hommes qui travaillent là-bas, quand vous êtes accueillis, d'abord, il y a de la chaleur humaine. Ensuite, on vous explique que c'est comme un magasin, comme un vrai magasin, sauf que tout a été reconditionné et qu'en fait, vous avez accès à des super produits à des prix hyper intéressants. Le parcours dans le magasin est extrêmement bien fait. C'est aussi un endroit où on apprend aux plus jeunes. J'étais d'ailleurs avec des éco-délégués de CM1 et CM2 d'Orly. C'est un lieu où on fait venir les plus jeunes, où on leur explique ce qu'est le fait de recycler, le réemploi, qui n'est pas exactement la même chose que la recyclerie. Donc il y a toute une dimension aussi d'apprentissage, d'explication auprès de nos plus jeunes, qui est très intéressant dans ce type de structure, dont l'utilité quand même majeure est de permettre à celles et ceux... Ça permet 2 choses. Ça permet à celles et ceux qui ont trop utilement de faire le vide aussi dans leur placard, dans leur commode, et j'en fais partie, plutôt que de jeter ou de faire des choses idiotes. Ça permet aussi
à celles et ceux qui ont des besoins, d'avoir accès à des marques, c'est important. Il y a des marques dans les ressourceries, d'avoir accès à des produits de qualité sans forcément payer le prix maximum. Donc c'est une équation gagnante de tous les côtés, sans parler évidemment de la planète. Allez, il nous reste 1 minute. Le temps a filé vite, mais c'est bon signe. La loi Pacte a 1 an. Là aussi, quel bilan vous en tirez? Il y a de plus en plus d'entreprises qui... Alors, il y a la raison d'être, il y a les sociétés à mission. Quel bilan vous en tirez? J'en tire un bilan optimiste. Je pense qu'on n'est qu'au début de la loi Pacte. Je pense que c'est une loi utile, une loi importante. Je suis ravi de voir que le chapitre 3 qui portait la raison d'être et les entreprises à mission, mais aussi les fondations d'actionnaires, se déploie. Je suis aussi ravi que le chapitre 2, dont on parle moins parce qu'il est plus technique, il parle d'épargne, se déploie aussi vraiment. Sur tous les comptes des Français, depuis le mois de janvier 2020, vous avez une unité de compte, comme on dit, une UC dans votre contrat d'assurance vie, qui sert la finance solidaire, qui sert les fonds durables. Et ce sera 3 unités de compte en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi Pacte, au-delà de ce qu'on voit, elle fait aussi beaucoup bouger les choses en deçà, dans l'univers aussi financier, pour mobiliser l'épargne au service de cette économie sociale et solidaire notamment, qui est quand même utile au plan social, utile au plan environnemental. On a un enjeu qui est d'orienter une partie de notre épargne au service de projets économiques qui ont un impact. La loi Pacte a permis ça aussi. Et c'est un sacré enjeu, parce qu'aujourd'hui, l'épargne solidaire des Français, c'est seulement 0,29% du total. Donc, mais comme on est positif chez vous, il faut finir. Voilà, on était à 5 milliards d'ISR, investissement socialement responsable, en 2018. On est à 25 milliards en 2019, x5 en 1 an. On a des raisons d'y croire. Il y a un marché, effectivement. Merci beaucoup. Merci Olivia Grégoire. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, c'est Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle concerne notre alimentation. Smart Ideas, et aujourd'hui je reçois Haris Christodoulou. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, le président de SIGA. Quand avez-vous lancé cette application, et pourquoi surtout? Bonjour. Alors cette application, elle a été lancée en réalité très récemment, cette année en mai, sortie du confinement du premier, et nous avons déjà 100 000 téléchargements. SIGA existe depuis plus longtemps, l'entreprise depuis 2017. Et l'idée de ce projet, c'est justement de s'inscrire dans l'économie positive et d'apporter des solutions concrètes pour nos concitoyens, accéder à une meilleure alimentation. Le point de départ, c'est quoi? C'est de se dire, il y a des aliments ultra transformés, on en consomme tous, les uns et les autres, pas forcément bien informés sur ce qu'ils sont et sur les risques qu'ils représentent, c'est ça? Alors le point de départ, c'est une difficulté personnelle à choisir des aliments dans les rayons. Je me posais davantage de questions sur la qualité réelle de ce qui m'était proposé dans les discours marketing. Et je me suis intéressé aux différents scores alimentaires qui existaient. À ce moment-là, je me suis rendu compte que la majorité des scores proposés ne permettaient pas de valoriser, par exemple, un palais breton beurre-sucre versus son équivalent avec sirop de glucose, graisse raffinée, extrait à arôme, etc. Donc, j'ai cherché une méthodologie qui permettrait de rendre compte de ces niveaux de qualité. Quand je l'ai identifié au Brésil, je suis rentré en France et travaillé avec des scientifiques pour améliorer cette méthodologie et pouvoir présenter cette information aux consommateurs. Mais effectivement. Déjà, le point de départ, la nocivité, je mets des guillemets, faut-il en mettre d'ailleurs, des aliments ultra transformés, elle est démontrée? Alors, nocivité, effectivement, ça signifierait retrait du marché. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de nocivité. Par contre, il y a sans doute un risque à la consommation de ces aliments. En tout cas, aujourd'hui, on a plus de 40 études épidémiologiques qui associent la surconsommation de ces aliments à des effets délétères santé. Plus 10% d'aliments ultra transformés, c'est associé à 14% de mortalité accrue. Dans cette même étude que je viens de citer, au-delà de 4 portions par jour, c'est une mortalité accrue de plus de 60%. D'où l'importance de pouvoir identifier ces aliments ultra transformés. C'est quoi les marqueurs de l'ultra-transformation? Alors les marqueurs d'ultra-transformation, c'est ce qu'on a publié scientifiquement et qui permet de définir les aliments ultra-transformés. On retrouve des marqueurs d'ultra-transformation dans les aliments ultra-transformés. Ces marqueurs, c'est des ingrédients, substances, qui sont obtenus par des procédés qui ne sont pas mécaniques ou thermiques simples. C'est assez drastique, ça relève peut-être un peu plus de la chimie, avec de l'hydrolyse, de l'extraction aux solvants chimiques. Donc c'est la majorité des additifs, pas tous, et bien des ingrédients qui aujourd'hui ne sont pas catégorisés additifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur une étiquette,
on ne voit pas forcément ce caractère ultra transformé de l'aliment. Alors, il y a des indices sur l'étiquette. Une bonne clé d'entrée pour les consommateurs, nos concitoyens, est sans doute d'observer les ingrédients et de se poser la question, est-ce que c'est des ingrédients qu'ils ont déjà rencontrés dans leur placard? Personne ne cuisine avec de l'amidon, de la dextrose, des sucres hydrolysés chez soi. Donc c'est un premier indice. Effectivement, on n'a pas de mention ultra transformée, mais à la lecture de la liste d'ingrédients, on peut déduire si ce produit est ultra transformé ou non. Alors, dans vos avis, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous tenez compte de l'âge, du poids de la personne qui utilise l'application, par exemple? Non, il n'y a pas de personnalisation. Ouais. Aujourd'hui, on est centré sur l'aliment. Quelle est la qualité de cet aliment par rapport à ses produits concurrents, peut-être? Il n'y a pas d'adaptation qui est faite pour le grand public. Ce que l'on sait, ce que l'on souhaite encourager, c'est l'adoption d'un régime préventif pour la santé, durable pour l'environnement, que l'on définit de la manière suivante. Il faut consommer davantage végétal, vrai, éviter les ultra-transformés et varier en privilégiant le bio, local et de saison. Végétal, ça veut dire que vous allez jusqu'à proscrire la viande ou... Non, du tout. Ce caractère n'est pas pris en compte dans l'évaluation. Il n'y a pas de justification scientifique à mélanger l'aspect transformation et l'aspect végétal. On n'a pas les études qui permettraient de faire ce score. Notre méthodologie, je le rappelle, a été publiée. En revanche, effectivement, il faut favoriser le végétal. Attention, ceci ne doit pas être fait au détriment de la transformation. Est-ce que vous tenez compte des seuils nutritionnels? Parce que ça, c'est quand même un élément important. C'est vrai qu'on se rend compte parfois qu'on a consommé la dose de sucre nécessaire très rapidement dans une journée. Alors, il n'y a pas de pondération chez nous. Effectivement, ces seuils sont pris en compte. On va discriminer du brut, transformé, ultra transformé. Ultra transformé, c'est les marqueurs. Transformé, c'est l'ajout d'ingrédients culinaires gras, sucre, sel. Quand on constate un ajout, on vient utiliser les seuils de la FSA, le standard au Royaume-Uni, qui est repris notamment dans le Nutri-Score du gouvernement, pour discriminer les aliments qui auraient dépassé ce seuil. On les qualifie alors de gourmands, en opposition à ceux qui seraient équilibrés. Dernier mot, il nous reste 30 secondes. C'est un Nutri-Score. Il y a un Nutri-Score officiel qui a été obtenu de haute lutte par les associations de consommateurs. Il vous semble intéressant malgré tout? Alors malheureusement, je crois que le logiciel qui est utilisé est un petit peu dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que bien des résultats renvoyés par ce score vont être incohérents. C'est-à-dire qu'il y a bien des aliments qui sont présentés favorables nutritionnellement par ce score qui sont en fait ultra transformés, puisque ce score ne regarde pas les process qui sont appliqués à l'aliment, il s'arrête aux valeurs nutritionnelles. Et de l'autre côté, on a bien des aliments qui vont être présentés défavorables. On va mettre aussi défavorable un beurre que ce fameux biscuit que je vous avais décrit. D'accord. Donc il faut aller plus loin que cet indice aujourd'hui. Et d'où l'importance de votre application SIGA. Merci beaucoup, merci Harris. Et puis je suis en train de me tromper sur votre nom parce que je ne l'ai pas bien noté là. Christodoulou. J'avais noté Christopoulos, vous voyez. C'est grec aussi. Vraisemblablement. Excusez-moi, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon vent à votre appli. Allez, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Salut.